Vous présentez notre deuxième donc invitée. C'est une de vos ambassadrices de la Grande Semaine des Tout-Petits, c'est Sylvana Côté. Elle est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, donc chercheure aussi au CHU Sainte-Justine. Et vous allez voir, comme elle me disait, son continuum est assez large. Elle part de la conception, même pas de la petite enfance, de la conception jusqu'à la maturité, mais on n'a pas défini ce qu'était la maturité, n'est-ce pas, Sylvana? C'est personnel à chacun. Donc, ça, c'est relatif. Je ne sais pas si vous êtes des personnes matures. On n'ira pas là aujourd'hui. Alors, vous dire aussi, oui, c'est ça, qu'elle dirige aussi des regroupements multidisciplinaires de chercheurs. Vous allez voir, la recherche, c'est son affaire. Elle en mange. Elle dirige donc l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants, le groupe de recherche sur l'inadaptation psychosociale chez l'enfant et co-dirige donc ce groupe de recherche sur le réseau des déterminants périnataux de la santé des enfants. Donc, on est dans le périnatal jusqu'à un âge plus avancé. Et donc, c'est vraiment la trajectoire de vie, je pense, on peut dire, hein, Sylvana, qui vous intéresse en fonction des conditions familiales, sociales, ce dont on parlait tout à l'heure, hein, dans quel contexte vivent, se développent les enfants, c'est ce qui l'intéresse. Et dans quelle mesure on peut modifier la trajectoire des enfants? Ça, c'est toujours la grande question. C'est pour ça, je pense que vous êtes tous là sur le terrain à travailler, donc modifier, améliorer la trajectoire des enfants. Sylvana, je vous invite donc, Sylvana Côté, à prendre la parole. Merci. Merci. Oui, se réchauffer, ça. Alors, chers collègues, chers amis de la petite enfance, Madame Bonneville, merci beaucoup de m'avoir invitée à parler de nos travaux aujourd'hui. Donc, vous m'avez invitée à être l'ambassadrice de la Grande Semaine des Tout-Petits, puis je dois vous dire que c'est un honneur qui me fait particulièrement plaisir. C'est que être ambassadrice de la Grande Semaine des Tout-Petits, pour moi, c'est la reconnaissance que les vrais acteurs, les vrais experts de la petite enfance reconnaissent l'importance des travaux qu'on fait. Et donc, c'est la reconnaissance ultime. Donc, vous êtes les experts parce que vous connaissez intimement les plus petits de nos grands concitoyens. Et puis, je pense en particulier aux éducatrices à la petite enfance parce que je travaille sur ces questions-là depuis 25 ans maintenant. Les éducatrices et puis ceux qui travaillent aussi avec les enfants qui les accompagnent avant l'école sont là dans les grands défis et dans les grands bonheurs, sont là au quotidien avec les enfants. Ils sont là dans les moments charnières de leur vie, notamment celui qui est très difficile pour les parents et les enfants, c'est-à-dire la séparation pour la première fois des parents lorsque on laisse notre enfant dans un service d'éducation préscolaire, qui est un moment dont tous les parents se souviennent, mais pas du tout les enfants, parce qu'ils apprennent, ce qui semble être un grand traumatisme de la perspective d'un parent, ils apprennent pour la première fois qu'ils peuvent faire confiance à d'autres personnes que leurs parents. Et ils apprennent aussi qu'ils peuvent se faire confiance, ils peuvent se fier sur eux-mêmes pour être heureux, pour être bien. Donc, ils apprennent leur autonomie. Faire confiance aux autres, faire confiance à eux-mêmes, c'est un des grands apprentissages de la petite enfance que les éducatrices font à ces âges-là. Donc, votre travail est le plus important du monde et il est impératif qu'il soit valorisé plus qu'il l'est actuellement. Comme vous le disiez, ça devrait être un indicateur clé de la prospérité d'un pays. Donc, vous êtes les gardiens de notre trésor collectif.
l'avenir sur lequel reposent toutes les sociétés, notre capital social, nos enfants. La thématique de la Grande Semaine des Tout-Petits, c'est celle du droit des enfants. Évidemment, c'est particulièrement pertinent pour ce groupe d'âge-là, puisqu'ils n'ont pas de voix en tant que tels. Ils sont dépendants, ils sont vulnérables. Et la présentation le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui porte sur un des droits importants, c'est le droit à l'éducation, mais j'entends éducation au sens très large, c'est-à-dire ça inclut la stimulation, ça inclut l'éducation au vivre ensemble, le développement psychosocial. Et Élise, vous m'avez demandé de parler de l'impact de la pandémie. Donc, on est bien positionné pour le faire parce qu'avec l'Observatoire sur la santé et l'éducation des enfants, on met à jour régulièrement les meilleures données sur le sujet. Donc, je vais vous faire un petit tour d'horizon là-dessus. Mais en fait, ma présentation va avoir 3 sections. Dans la première, je nous rappelle collectivement pourquoi la petite enfance est une période déterminante de la vie et je vais parler des raisons biologiques et des raisons économiques. Pas pour vous convaincre, je sais que vous êtes convaincus, mais parce que des fois, ça aide à se rappeler les arguments concrets et ceux qui sont ici sont centrés sur les meilleures données, fondés sur les meilleures données. En deuxième partie, je vais vous parler des conséquences de la pandémie pour les tout-petits. Et en troisième partie, je vais parler des solutions qui sont proposées selon les meilleures études pour la reprise post-pandémique, même si la pandémie n'est pas terminée. Je n'ai pas encore trouvé un meilleur nom pour la période. Alors, pourquoi la reprise post-pandémique doit-elle prioriser la petite enfance? Bon, alors c'est une diapo ici que j'ai empruntée à mon amie Fanny Dagenet, qui est ici de l'Observatoire des Tout-Petits. Merci pour cette magnifique diapo qui vient d'un des rapports qu'ils ont fait. Si vous ne l'avez pas lu, il est très, très bon, le rapport sur la qualité des services éducatifs à la petite enfance, et où on voit cette courbe qui montre le développement des fonctions cérébrales principales, c'est-à-dire le contrôle des émotions, les comportements sociaux, la numératie, la vision, le langage, l'audition, et on voit que avant 5 ans, c'est là que le développement se passe en termes d'intensité, en termes de quantité, puis en termes de substance de ce qui se passe à cette période-là. Donc, c'est vraiment le développement cérébral est très rapide et très important. Ça, c'est notre capacité à changer en fonction des expériences que nous vivons, en fonction de l'environnement. Donc, on voit que la courbe en bleu, c'est la malléabilité du cerveau. Alors, à partir de la conception jusqu'à l'âge de 70 ans, on voit que ça décline très, très rapidement. Notre capacité à changer en réponse aux expériences que nous vivons. Et inversement proportionnel, vous avez les efforts qui sont requis pour changer en fonction de l'âge. Alors, s'il y a des choses que vous voulez changer chez votre conjoint, pensez-y à 2 fois. S'il est vers les 30, 40, 50, 60, 70, c'est pas facile. Alors, donc la neurogénèse, donc on entre dans le cerveau d'un nourrisson, c'est le développement des neurones. Et donc, on voit ici des neurones qui sont connectés entre elles, qui se parlent, et vous voyez qu'elles s'assemblent, qu'elles se connectent à la petite enfance. La neurogénèse, là, c'est le développement, son développement, sa vitesse, son ampleur est le plus important qu'à aucune autre période de la vie au cours de la petite enfance. Et là, vous allez voir, ça s'élague. Il y a des connexions qui se défont et des connexions qui se font. Et tout ça est très, très dépendant de la génétique, bien sûr, mais des stimulations de l'environnement. Alors, c'est pour ça qu'on dit, à cause de cette action dans le cerveau, qu'on dit qu'il est important d'avoir des environnements bienveillants, chaleureux, stimulants. Il y a aussi un autre aspect du développement qui est critique à cette période-là, c'est la connexion des aires, des différents aires du cerveau, les émotions, le cortex visuel, le développement moteur, le cortex moteur, la langue, langage, mémoire et, de façon très importante, le contrôle comportemental qui n'est pas là, comme on le sait, à 1 an et demi, 2 ans, mais qui se développe,
qui se connecte aux autres aires du cerveau à ces périodes-là et qui fait en sorte qu'on a plus tard un enfant qui est en contrôle de lui-même. Et c'est la fondation, donc, de l'édifice adulte que nous sommes, ce qui se passe dans le cerveau à cette période du développement. Donc, il y a un grand ensemble d'études qui montrent ça dans la réalité. Ça se reflète comment? Bien, alors, les enfants qui entendent beaucoup de mots en bleu ont une taille de vocabulaire plus importante que ceux qui en entendent moins. Par entendre des mots, on entend un proxy pour une mesure de stimulation de l'environnement. Alors, la courbe ici, c'est, on entre dans l'argument économique maintenant. Alors, on voit que, on l'a vu, le développement du cerveau entre la naissance et l'entrée à l'école est très, très important, rapide et massif. Et on a la courbe inversement proportionnelle pour les dépenses publiques qui sont dirigées vers notre jeunesse. Et donc, idéalement, le modèle économique qui est proposé et qui a même été testé empiriquement, c'est de rapprocher les dépenses publiques de ce qu'on sait du développement neurobiologique des enfants. Et donc, on veut rapprocher ces deux courbes, et les travaux de Jim Heckman, qui est prix Nobel en économie, montrent exactement ça, c'est-à-dire que plus on investit tôt, meilleur est le retour sur investissement. Et les sociétés qui le font sont des bons exemples. On pense notamment aux pays scandinaves qui ont des proportions importantes de leur PIB investi dans la petite enfance. Alors, en prénatal, le retour sur investissement est à son maximum, voire début en prénatal, n'est-ce pas? Voire début en prénatal. Ensuite, il y a la petite enfance, donc on parle 0-3 ans, préscolaire 4-5 ans. Et puis ensuite, le retour sur investissement, ce n'est pas qu'il ne faut pas intervenir, c'est que le retour sur investissement est moins important. Autre chose qui est moins discutée que la courbe de Heckman, peut-être, c'est le fait que les investissements doivent non seulement être faits tôt, mais ils doivent être faits sur les populations vulnérables. En fait, c'est pas que ce sont que les populations vulnérables qui ont besoin d'aide, mais le retour sur investissement en vert est beaucoup plus important lorsqu'il est fait tôt sur les populations vulnérables que lorsqu'il est fait de façon plus universelle, c'est la courbe en rouge. Il y a quand même un impact, c'est-à-dire qu'il y a quand même un retour sur l'investissement d'intervenir tôt à l'échelle populationnelle, incluant ceux qui vont bien, mais on parle souvent d'investissement universel proportionné, donc on en donne à tout le monde, mais on en donne plus à ceux qui en ont besoin. Plus. OK. Sur le sujet de la pandémie, donc évidemment, on pense aux enfants qui ont passé les 2 dernières années dans des environnements moins structurés possiblement qu'avant. Quels ont été les impacts? Alors, je vais parler de 4 types d'impacts, la santé physique, le psychosocial, le cognitif et les saines habitudes de vie. Je vais y aller rondement, inquiétez-vous pas. Donc, il y a différents modèles pour parler des impacts de la pandémie. Il y a un modèle de risque cumulatif où l'idée, c'est que plus il y a eu d'événements aversifs, plus il y a eu de stress, plus l'impact est important sur les enfants. Mais il y a un autre modèle qui est centré sur les stresseurs spécifiques. Alors, ce modèle-là dit, bien, s'il y a eu des perturbations quotidiennes, ça peut être possiblement plus important que s'il y a eu des stresseurs économiques. L'autre modèle, c'est le modèle d'impact différentiel selon la sensibilisation au stress préalable, c'est-à-dire que quand on avait déjà une famille où il y avait beaucoup d'adversité, l'impact de la pandémie aurait été plus important que lorsqu'il n'y en avait pas. Et on s'attache à tester ces différents modèles-là dans différentes études, à les comparer. Je vous dirais d'une façon générale, en ce moment, il y a plus d'impact pour le risque, il y a plus d'évidence pour le risque cumulatif que pour les autres. Donc, au Québec, on a eu des fermetures scolaires, puis je parle des fermetures scolaires parce qu'elles sont bien documentées, qui correspondent à peu près à ce qui s'est passé dans les services aussi à la petite enfance, dans les services d'éducation préscolaire, les services de santé. Et on voit ici, le Québec, on a eu en 2020 et 2021 environ 40 jours de fermeture complète.
Et ça a semblé énorme, mais si on se compare avec d'autres, on peut se consoler en quelque sorte, puisqu'en Ontario, ça a été 100 jours. En Alberta, ça a été presque 90. Et dans des pays comme le Costa Rica ou la Colombie, ça a été beaucoup plus important. Donc, on a quand même réussi, grâce à du advocacy, des plaidoyers de la part de plein de monde, incluant les pédiatres, certains acteurs de la santé publique, à garder nos écoles et nos services assez ouverts, mais quand même. À la petite enfance, bon, je vais revenir sur les impacts cognitifs, mais il y a eu possiblement une instabilité dans les services plus grande que pour les enfants qui sont à l'école. Donc, au niveau de la santé physique, c'est pas pour l'impact de la pandémie, c'est pas l'impact qui nous préoccupe pour les enfants. Il représente 2,3 % des hospitalisations. Donc, plus d'hospitalisations pour les enfants qui ont eu la COVID, surtout pour les tout-petits. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus les enfants étaient défavorisés, plus ils avaient de risque d'être hospitalisés. Donc, soit parce que la COVID, la maladie était plus grave et qu'ils sont arrivés plus tard peut-être à l'hôpital, donc ils ont dû être hospitalisés, ou encore une autre hypothèse que les cliniciens évoquent, c'est que pour les enfants plus défavorisés, certains jugeaient, c'est anecdotique, c'est une interprétation de résultat, mais que les enfants allaient bénéficier d'un environnement très structuré à l'hôpital pour se remettre de la maladie, qui n'était peut-être pas là à la maison, autant que dans d'autres classes. Impact santé mentale et socio-émotif. Alors là, il faut prendre ces résultats-là avec beaucoup de précautions parce que la recherche a été arrêtée pendant la pandémie. Puis, vraiment, pour parler d'un impact qui n'est pas simplement la vision des parents que leur enfant était difficile pendant qu'ils étaient en train de travailler, puis que les enfants étaient à la maison. Pour aller au-delà de ça, ça prend des mesures objectives, puis les mesures objectives sont rares. La recherche a été interrompue encore une fois. Et puis, on va avoir des données, on va en avoir là, avec l'ECDEM en outre, qui arrive en 2022 sur la maturité scolaire des enfants maternels, qui était là au printemps dernier, là. On attend ça avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Mais en ce moment, les données sont so-so, en particulier pour les moins de 5 ans. Donc ici, alors quand même, on a fait des recensions, des méta-analyses. Okay? Il y a des méta-analyses qui ont paru. Il y a des choses qui tiennent la route, mais pas beaucoup chez les moins de 5 ans. 29 études pour dépression, anxiété qui montrent des augmentations des niveaux cliniques. Là, on parle de 2021. De 25 % pour la dépression, puis de 20 % pour l'anxiété. Et là, j'attire votre attention, c'est un point méthodologique, mais je veux vraiment insister, c'est que l'augmentation est de 12 % dans les bonnes études. Okay? Puis elle est le double et plus dans les moins bonnes études. Puis les moins bonnes études, c'est ceux qui ont moins bien échantillonné, c'est-à-dire que souvent, les gens qui s'expriment, c'est des gens qui ont des choses à dire, et c'est des gens qui ont des problèmes, et puis ça peut faire une inflation. Okay. Donc, dans les bonnes études où on essayait vraiment d'aller chercher les gens qui étaient représentatifs, on avait moins d'inquiétude sur l'augmentation de l'anxiété et de la dépression. Et ces chiffres-là sont surtout pour les jeunes, les enfants plus vieux et les adolescents. Okay. Chez les plus petits, il n'y a pas beaucoup de bonnes données. Cette étude-là, elle est intéressante. Elle a été publiée dans l'Ancet, un des meilleurs journaux en sciences en général, et montre l'impact sur le fonctionnement des personnes en fonction de l'âge. Et puis, ce qu'on voit ici en vert, c'est, premièrement, à droite, vous avez les hommes et à gauche, vous avez les femmes. Alors, ce qu'on voit d'abord, c'est que les femmes ont eu plus d'impact négatif que les hommes de la pandémie en termes d'anxiété et dépression, et que ce sont les pires de toute la pyramide d'âge de toute la société, là, ce sont les femmes en âge d'avoir des enfants, donc les mères de famille souvent, entre 20 ans et 44 ans. Donc, on peut penser que si les mères ont souffert comme ça,
que ça va avoir des impacts sur les enfants. Par contre, lorsqu'on regarde les 1 à 4 ans, 5, 9 ans, ce n'est pas des impacts très, très importants sur ces dimensions. OK? Anxiété, dépression. Alors, il y a peu de documentation, mais il y a des indices dans la littérature qui montrent qu'effectivement, comme on pourrait le penser, les impacts sont plus importants pour les familles les plus défavorisées. Mais c'est encore assez embryonnaire. Par contre, on parle de facteurs de protection comme la résilience des parents pour les petits-enfants. Quand les parents vont bien, les enfants vont bien. La relation parent-enfant positive et le lien avec l'école qui sont des facteurs de résilience. Les saines habitudes de vie. Donc là, l'activité physique chez les petits, encore une fois, on a beaucoup d'études sur les plus grands. Sur les petits, il y en a moins, mais c'est une réduction d'environ 20-25 % de l'activité physique que les enfants auraient vécu dans cette période-là, ce qui correspond à 17 minutes. Un quart, c'est beaucoup. C'est beaucoup de réduction d'activité physique et c'est probablement relié au fait d'être confiné. On va voir ce que ça fait dans le temps, mais on peut penser que c'est le genre de choses qui peut avoir des conséquences sur certains, notamment au niveau de l'obésité. Les écrans. Alors, tout le monde a été très, 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 très préoccupé par les écrans et les 0,5 ans ont eu les plus faibles augmentations d'utilisation d'écran. Une augmentation de 0,6 heures par jour en moyenne selon cette méta-analyse, donc un peu plus qu'une demi-heure par jour. Par contre, chez les 6-10 ans, il y a eu des augmentations plus importantes, là. 1h30 par jour, c'est bon. De plus que ce qui était fait déjà. Ensuite, le sommeil. Alors, le sommeil a-t-il été impacté par la pandémie? Donc, en fait, pas beaucoup. Un SMD, c'est le Standard Mean Difference de 0,3. Alors, juste pour vous dire, je pense que ce que quelqu'un comme moi peut faire de plus que quelqu'un qui n'est pas en recherche, c'est de vous dire la taille des effets. Et puis, une taille d'effet de 0,3, c'est petit. Okay? Entre 0,5 et 0,8, on parle d'une grande taille d'effet, puis 0,8 et plus, on parle d'une taille moyenne, et 0,8 et plus, une grande taille d'effet. Donc, les effets qu'on trouve en général sont de taille petite. L'affaire, c'est que quand les épidémiologistes, à juste titre, disent quand tu as des effets petits, mais c'est sur toute la population, c'est pas juste sur un petit segment de la population, que ça peut donner des choses importantes. Ça a des ricochets sur un ensemble de sphères de développement. Et donc, même si les effets sont petits, on doit rester vigilant. Puis comme les gens sur le terrain le notent aussi, quand les enfants arrivent en maternelle, on voit des retards, on les voit, des retards qu'on ne voyait pas avant, qui ne sont peut-être pas nécessairement captés dans ces études-là. Et des choses aussi qui étaient peut-être pas prévues. Comme, par exemple, on entend parler d'enfants qui arrivent, qui ne sont pas propres, qui arrivent à la maternelle pas propres, puis on ne voyait pas ça, on ne voyait plus ça. Donc, tu sais, c'est des choses que ça n'a pas été, c'était pas prévu, on ne l'a pas très bien documenté. Donc, pour le changement dans la durée du sommeil, alors tout ce qui est barré en rouge, c'est pour les grands, là. Il nous reste ce qui est pour les petits. Il y a, chez les moins de 5 ans, ils n'ont pas dormi plus. Pas dormi plus, et la qualité du sommeil non plus. Donc, chez les adolescents, c'est différent, ils ont dormi plus, mais les petits n'ont pas dormi plus, selon ces études. Ouais. L'heure du coucher, c'est quand même, là, on a une grande taille d'effet pour les plus grands. Ils se sont couchés plus tard. Et puis, pour les plus petits, ils sont aussi couchés plus tard, pendant la période des confinements, mais la taille d'effet est 0,27. Donc, ça reste encore petit. Pas de changement dans les problèmes de sommeil, ce n'est pas significatif.
Alors, cognitif et apprentissage, ça, c'est un peu plus ce qui nous intéresse chez les enfants de cet âge-là. Et on voit ici, je voudrais bien avoir un pointeur, mais les deux barres, donc les mesures qu'on a ici, c'est les apprentissages, le quotient verbal et le quotient non verbal. Donc, tu sais, les habiletés à reconnaître des formes, ça, c'est le genre de choses qui est mesuré dans le quotient non verbal, les chiffres. Verbal, c'est simplement le nombre de mots qu'on connaît. Puis l'autre, il est général. Donc, on voit qu'il y a une baisse nette. Puis ça, c'est des études où on a fait des mesures d'enfants avec des tests. Donc, c'est vraiment une belle étude. Et on voit qu'il y a une baisse nette des scores en 2020-2022 sur des mesures assez robustes de quotient d'apprentissage. Ensuite, pour les compétences motrices et communication, donc très rare, ce genre d'études très rare, les 0-12 mois, on montre qu'il y a des retards, pas des retards, des changements là, qui s'en vont dans le sens de perte sur le fait de dire un mot précis. Donc, entre 0 et 12 mois, les enfants devraient être capables de dire un mot précis. Ça a diminué. Là. Si le RR, le ratio, le rapport de cote était à 1, ça ferait dire c'est pareil. Donc, ça a diminué. C'est à 0,86. C'est pas, si c'était 0,5, on dirait c'est cliniquement significatif. Là, c'est à 0,86. C'est petit, mais c'est quand même là. Pointer un objet, les enfants sont moins capables de le faire, 0,91. Puis faire signe au revoir, 0,94. Donc, c'est aussi quelque chose qui ce sont des résultats significativement différents. Et puis, le reste des choses, là, comme par exemple pincer, marcher à quatre pattes, ça, c'est des choses qui n'ont pas changé. Donc, je vous rapporte ce qui a changé. La maturité scolaire, il y a une belle étude brésilienne qui a été faite. Et donc, tout ce qui est en bas du 0, ça veut dire qu'il y a eu des pertes. Okay? Donc, la maturité scolaire, là, le langage, les raisonnements mathématiques, les comportements prosociaux. La seule chose qui a augmenté, c'est les comportements d'anxiété, de dépression. Donc, ça, c'est quand même... ouais. Ça c'est quand même... ça, c'est la perception des enseignants. Donc, cette étude-là est préoccupante, puis j'ai bien hâte qu'on compare nos résultats au Québec avec celle-ci, parce qu'en Amérique du Sud, ils ont eu des fermetures beaucoup plus importantes. Donc, ça va... Puis c'est un instrument similaire. Oui. OK. Alors, changement dans les compétences. OK. Donc, là, je vais accélérer parce que... Alors, pour les interventions, alors, on a des... On n'a pas vraiment, à peu de choses près, on n'a pas de grands nouveaux problèmes. On a une augmentation des inégalités sociales, comme ça a été dit. Et donc, les interventions qui étaient recommandées avant sont probablement encore celles qui devraient être mises en place, mais avec plus d'assurance, disons. Et donc, on retourne. Alors, qu'est-ce qui est fait à la petite enfance pour soutenir les enfants? Il y a, alors, Abecedarian Preschool, ça, c'est les services d'éducation préscolaire, qui ont montré des retours sur investissement importants et à long terme. Réduction de la criminalité, augmentation du taux de graduation du secondaire, un ensemble de conséquences qui ont des ricochets l'un sur l'autre. Et le Nurse Family Partnership, ça, ce sont nos services intégrés en périnatalité. L'affaire, c'est qu'avec les services intégrés en périnatalité, dans les études qui ont montré une efficacité, il y avait une dose, il y avait un début prénatal, il y avait une dose, et il y avait des populations avec qui on a montré que ça ne marchait pas. Notamment, il y a des très bonnes études qui ont montré que ça ne marchait pas pour prévenir abus négligence. En tout cas, pas telles qui ont été testées, le classique. Là. Alors, c'est des choses qui sont importantes à savoir parce que c'est des bonnes interventions, mais elles ne peuvent pas tout régler. Et on est peut-être à un moment où on doit
regarder à qui on les offre et avec qui ça marche le mieux. Ensuite, au niveau des politiques sociales, c'est l'idée que plus d'investissements dans les services en général, comme les transferts aux familles, comme les services d'éducation préscolaire, comme les actions communautaires, que tout ça peut permettre de réduire les inégalités sociales. Et un objectif du développement durable qui nous tient particulièrement à cœur au Canada, avec les investissements fédéraux de 6 milliards de dollars dans l'éducation préscolaire, c'est d'assurer l'accès à tous les enfants à une éducation de qualité pour promouvoir l'égalité des chances. Donc, les objectifs de développement durable proposent que d'ici à 2030, on fait en sorte que tous les garçons et toutes les filles aient des activités de développement, de stimulation via des services d'éducation préscolaire. Alors, et puis, au Québec, on peut se permettre d'ajouter de qualité, parce qu'on a des places pour tout le monde, mais on n'a pas nécessairement des places de bonne qualité pour tout le monde. Donc, voilà, je vais passer là-dessus. Donc, alors, d'une façon générale, on devrait aller, puis les initiatives post-pandémiques internationales proposent que pour bien améliorer le devenir des enfants, on a besoin premièrement de savoir où on en est, de savoir comment ils vont et de savoir si nos actions ont un impact, ce qui veut dire avoir une série qui se suit de mesures, comme Lisa le proposait d'ailleurs, d'indicateurs tout au long du développement qui permettent de suivre la trajectoire et de savoir où on en est. On peut commencer avec les suivis de grossesse. On peut ensuite avoir des indicateurs à la naissance. C'est des indicateurs qui sont là. Hein. Dans les données administratives, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'accès aux données administratives pour monitorer ceci. On a besoin du soutien de plaidoyer de la communauté pour dire que oui, ça nous aiderait. Parce que si c'est juste des chercheurs qui disent qu'ils veulent des données, on n'a pas de crédibilité. il faut que ça soit utile. Et puis, ensuite, on a la maturité scolaire en maternelle. Et puis ensuite, il y a plein d'indicateurs qu'on peut avoir au niveau du scolaire qui ne sont pas nécessairement accessibles. Ils sont gardés un peu partout, dans des petits endroits. Puis, on fait des efforts pour les regrouper. Mais encore là, on a besoin de gens qui disent « oui, ça va, on a besoin de ça pour nous guider ». Et on attache à ça des interventions à différents niveaux, promotion pour tout le monde, promotion de la santé, les messages de santé publique, les messages de marketing social, l'intervention préventive pour les populations à risque. Et bien sûr, il y a les traitements spécialisés pour les enfants qui ont des difficultés, qui ont des troubles d'apprentissage ou qui ont des problèmes de santé bien diagnostiqués. Et puis là, ça tombe plus dans le curatif. Alors voilà, juste les messages clés. Donc, les impacts de la pandémie varient en fonction du domaine de développement. On est plus préoccupé par le cognitif, par les apprentissages que par le psychosocial, d'après ce qu'on peut voir au jour d'aujourd'hui. Les délais d'apprentissage et les retards sont plus importants chez les familles socio-économiquement défavorisées. Je sais que c'est une grande catégorie, mais d'une façon générale, c'est un proxy pour indiquer qui doit être soutenu en priorité. Et donc, offrir du soutien aux familles les plus vulnérables au tout début de la vie était et demeurera une stratégie d'intervention qui est rentable au niveau de ce que ça rapporte socialement, éviter les souffrances et économiquement. Merci. Merci beaucoup. Merci, Sylvana. Merci pour la venue de la ministre et des députés et des politiques. Je me disais, est-ce qu'on pourrait revenir à la petite fiche où on marquait le retour sur investissement? On devrait la laisser là. C'est comme, je sais pas, juste un petit message subliminal qui était quand même assez parlant. C'était assez incroyable. Je ne sais pas si ça vous a marqué. On peut y aller avec une période de questions. S'il y a des gens on a encore quelqu'un qui va, nous aiguiller avec le micro. Si vous avez des questions pour Sylvana,
Oui, il y a une question ici. Oui. Alors, Fanny Dagenet, directrice de l'Observatoire des Tout-Petits. Merci beaucoup, Sylvana, pour cette excellente présentation, vraiment très, très intéressant. Peut-être que tu l'as dit, puis que c'est juste moi qui l'a échappé, mais quand tu parlais du sommeil chez les Tout-Petits, je t'ai entendu dire qu'ils ne dormaient pas plus, mais est-ce qu'ils dorment moins? Non. Le changement était, la taille des faits était vraiment négligeable, là. Si je me souviens bien, c'est 0,05. Donc, c'est même pas... donc, ils n'ont pas... Il n'y a, pas eu de... Le seul changement pour les tout-petits, c'est qu'ils se sont couchés un petit peu plus tard, mais pas beaucoup. Donc, dans la qualité du sommeil, dans la durée, il n'y a pas eu d'impact, en tout cas au total, là. C'est sûr que c'est une vision très macro, hein, ces études-là. On fait la synthèse. C'est pas fin comme analyse. C'est des méta-analyses internationales qui regroupent des enfants de différents pays, de différents types de familles. Donc, c'est pas du tout le genre d'études où on regarde chez tel type de population, est-ce que ça a eu un effet plus ou moins perturbant, le fait que les parents étaient à la maison. Donc, c'est une grande moyenne, je te dirais. OK, parfait. Bien, c'est ça parce que nous, on a vu passer des études qui parlaient de troubles du sommeil qui avaient été un peu plus présents pendant la pandémie chez les Oui. tout-petits. Mais bon, je comprends que en même temps, là, c'est une méta-analyse qui traite en gros, ce qui ressort, puis il y a sans doute des études qui démontraient des effets. Alors, donc, il y a tellement d'études qui ont été faites pendant la pandémie, là, c'est effarant. Et il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui ont été faites très rapidement. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de bonne qualité. Puis c'est pour ça que moi, j'ai dit à mes gens, là, on va regarder les méta-analyses parce que il y a vraiment des inconsistances importantes. Puis même dans les méta-analyses, on le voit là. Tu sais, des études qui trouvent des impacts positifs, puis d'autres qui trouvent le contraire. Puis ça peut dépendre d'un ensemble de choses. Donc, quand on veut aller fin, puis quand on veut aller local, oui, ça fait du sens de prendre des études plus petites, plus fines, mais quand on veut avoir les grandes tendances, c'est le genre de littérature qui donne un portrait vraiment global. Mais je te dirais, pour les données locales, dans le contexte de la pandémie, c'est particulièrement important parce que chaque territoire l'a vécu différemment, puis donc les données québécoises sont pertinentes là. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Je voudrais en profiter, oui, il y a une question, mais juste en profiter aussi parce que, donc, je disais Sylvana, une des ambassadrices de la semaine, mais on me disait qu'il y en avait une autre qui s'était jointe à nous en cours de route, et c'est Nancy Audet. Est-ce qu'elle est avec nous? Ah, elle est là, Nancy, qui est une collègue journaliste, qui est auteure, conférencière et qui fait tant pour les enfants. La DPJ, entre autres. Merci d'être là, Nancy. Merci beaucoup. On va prendre donc une autre question. Oui, de votre côté. Oui, merci. Élise Boyer, directrice générale à la Fondation Holo, donc évidemment bien impliquée dans la période de la grossesse et la petite enfance. J'ai pas vu de données sur la saine alimentation là, quand on a parlé de saines habitudes de vie. Est-ce qu'il y en existe? Quels seraient les aspects là, qui auraient pu être mesurés et par qui? Oui, j'avais une diapo là-dessus, puis finalement, j'ai dû couper, là. Alors, c'est hyper complexe, hein, la nutrition. Mais les grandes tendances qui se dégagent, c'est que les gens, les grandes tendances, hein, parce que ça a été vraiment dans tous les sens, là, tout dépendant des familles, c'est que les gens ont plus grignoté de collations sucrées puis tout ça, mais ils ont aussi mieux mangé. Donc, il y a eu les deux. Puis, il y avait des choses un peu comme les gens ont moins mangé de poisson. En tout cas, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire, là. Mais d'une façon générale, il y a eu une amélioration de la qualité de ce que les gens mangent, probablement parce qu'ils mangeaient plus chez eux, mais plus de grignotage. Puis, il y a une étude américaine qui est assez inquiétante, je dirais, là, sur l'augmentation de l'obésité chez les enfants aux États-Unis. Suite à tous ces bouleversements-là. Là. Donc, il va falloir, je pense, suivre ça attentivement, là, les questions d'obésité. Il y en a qui ont
qui ont pris pas mal de poids. Les troubles alimentaires aussi, là, les adolescents ont eu des troubles alimentaires importants. À Sainte-Justine, ils ont dû doubler les lits. C'était des choses vraiment comme un peu inusitées, là, qu'on ne s'attendait pas. Donc, l'alimentation a certainement été perturbée de toutes sortes de façons. Avez-vous vu des choses dans votre population? Oui, quelques observations de terrain. On pourrait vous partager les résultats de nos coups de sonde. Ouais. C'est sûr que ce n'est pas des grandes études là, extrêmement rigoureuses avec des très grands échantillons, mais quand on regarde les habitudes alimentaires qui ont été modifiées, on a la crainte que ça ait creusé les inégalités. Ouais. On se rappelle là, de la vague où beaucoup de monde faisait leur pain, mais je ne suis pas sûre que toutes les familles avaient le chaudron, le creuset pour le faire. Évidemment, c'est une image, là, mais est-ce que les familles étaient en fait assurément inégales par rapport à la présence de facteurs de risque qui rendaient l'activité de cuisiner facile, ludique, agréable? Donc, bien évidemment, c'est toujours un peu la crainte là, que ça creuse les inégalités. Tout à fait. Puis il y a vraiment, plus les études deviennent disponibles, plus les gens s'attardent à documenter ça. Puis effectivement, c'est le cas. Puis au Québec, notamment, on l'a documenté avec les apprentissages dans les écoles là, en 4e année. Puis on voit une très nette perte dans les apprentissages des enfants qui avaient des problèmes qui étaient faibles avant, puis pas du tout chez ceux qui n'avaient pas de problème avant. Donc, c'est très, très net. Merci beaucoup. Merci pour vos observations. Et une dernière question. Puis après, on va faire une petite pause. Vous allez vous délier les jambes et la langue et vous prendrez des nouvelles des uns des autres. Ça fait peut-être un petit moment que vous vous êtes pas vus. Après, je vous indiquer, on va faire le panel et je vous demanderai pendant la pause de faire le tour pour voir sur les différents panneaux, ce sont les différents droits donc, qui sont illustrés et on va faire un exercice après où on vous demandera de nous préciser dans votre organisme quel est le droit important, le levier que vous voulez utiliser et les actions que vous pouvez faire pour justement améliorer la situation. Donc, on prenait une question, c'était... Ah, il y a une question ici. Ah, mais c'est Nancy. Bonjour. Bonjour, enchantée. Je suis journaliste, mais aussi marraine de la Fondation des jeunes de la DPJ. Donc, évidemment, je m'intéresse beaucoup aux statistiques qui touchent la direction de la protection de la jeunesse. Et je n'ai pas vu de statistiques au niveau de la maltraitance, mais ce qu'on voit dans les 2 dernières années, c'est une augmentation assez fulgurante des signalements. Il y a eu plus de 135 000 signalements cette année au Québec. C'est énorme. C'est plus de 360 enfants par jour. Une augmentation marquée chez les tout-petits, particulièrement 0,5 ans, et des cas de maltraitance grave. Là. Je sais qu'à Sainte-Justine, j'ai lu des articles où les médecins sonnaient l'alarme, beaucoup de fractures et tout. Est-ce que vous, dans vos statistiques, dans ce que vous observez, vous avez vu quelque chose par rapport à ça ou vous avez des données par rapport à ça? On voudrait tellement. Mais vous savez, les données de la protection de la jeunesse, moi, on essaie de les avoir, puis on peut pas, c'est-à-dire c'est très difficile de les avoir. Là, les données administratives, c'est excessivement confidentiel, puis on ne peut pas les apparier avec d'autres données, donc c'est très difficile de faire des portraits. Puis, mais toute aide qui, dans ce sens-là, serait utile, parce que franchement, il faut comprendre ce qui se passe là. Bon, alors, il y a eu... Ce que les gens disent, c'est qu'avec les fermetures, il n'y avait plus... Les yeux qui sont là habituellement pour voir ce qui se passe n'étaient plus là dans les services d'éducation préscolaire, dans les écoles. Donc, il y a probablement eu... On peut pas... Ça serait utopique, je pense, de croire qu'il y a eu moins d'abus pendant la pandémie, pendant les confinements, merci, parce que, bon, c'était tellement difficile. Mais il y a eu moins de signalements pendant les confinements. Puis c'est après, je pense que vos données sont... Ça a explosé après. Après, c'est ça, oui. Après. Et puis donc... mais alors, on a des données d'urgence, par contre, qui peuvent donner des indices, comme par exemple les accidents, tout ça. Encore là, ce n'est pas pendant les confinements, mais post-confinement, parce que les urgences étaient désertées ou à peu près, là. Mais post-confinement, on va pouvoir... utiliser des données d'urgence pour avoir des estimés des blessures. Bon.
Et puis ensuite, j'aimerais bien qu'on discute ensemble de comment on peut travailler sur la valorisation des données de la DPJ. Ça me ferait plaisir. Super. On a du réseautage ici. Oui, vraiment. Alors, programme cocktail. Alors, merci. Est-ce qu'il y avait une dernière question, peut-être? Oui, une dernière question, puis après, on y va pour la pause. Bonjour Sylvana, Catherine D. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médecin à la santé publique de Montréal. Donc, je voulais revenir sur ta diapo qui montre les fermetures officielles d'écoles, où est-ce que le Québec, visiblement, semblait s'en sortir mieux. Mais est-ce que ma compréhension, c'était des fermetures officielles, là, où est-ce que, par exemple, c'était l'ensemble des écoles du Québec qui étaient fermées, alors que dans les faits, autant du côté des services de garde éducatifs que du côté des écoles, mon équipe, par exemple, fermait régulièrement des classes et des groupes, ce qui fait en sorte que, dans le fond, peut-être que ça ne se reflète pas au niveau des statistiques officielles. Puis, je me souviens qu'on avait déjà discuté qu'il y avait un projet de recherche qui se mettait en place pour essayer de documenter les effets de manière un petit peu plus spécifique pour les élèves qui avaient vécu des fermetures à répétition. Puis peut-être qu'il y a des parents qui l'ont vécu. Là, en santé publique, on fermait des groupes et des classes là, pour des 10 à 14 jours. Et des fois, c'était comme plusieurs fois par session. Donc, je me demandais si vous aviez des résultats préliminaires par rapport à l'étude que vous aviez mis en place à l'Observatoire. Non, mais toi et moi, il faut qu'on fasse absolument ça parce que ça me semble assez... Bien, en tout cas, de façon anecdotique, là, mais tu pourras me dire là, que les fermetures à répétition comme ça, c'était pas distribué aléatoirement. Hein? C'est surtout dans les écoles où il y avait plus de défavorisation. Donc, vraiment un double risque ici là, pour les pertes d'apprentissage. Puis, donc, effectivement, dans nos données, dans les données que vous avez, je pense qu'on pourrait peut-être faire un portrait de ça. Et d'ailleurs, on pourra poursuivre donc le panel au retour de la pause. Et après, comme je vous disais, on va vous envoyer en petits groupes selon le tableau, donc le droit qui touche du plus près votre organisation. Mais on pourra aussi poursuivre la conversation sur les incidences, sur les impacts de ce qu'on a traversé, de ce qu'on a vécu, en regard avec les droits qui sont justement illustrés sur les tableaux. Alors, merci beaucoup, Sylvana. Merci, Sylvana Côté. Merci.